Bismillahirrahmanirrahim. On aborde la quatrième classe thérapeutique, toujours en cardiologie. On va voir les antithrombotiques. Toujours, vous allez trouver tous ces supports dans la description. Veuillez abonner et veuillez partager cette vidéo au maximum toujours pour recevoir ces vidéos qui seront publiées de façon continue durant toute l'année. Donc, quatrième classe thérapeutique. Donc, et comme définition, ces antithrombotiques, donc ce sont des médicaments. Donc, il rassemble tous les traitements qui vont viser de quoi? De liser ou, deuxièmement, d'empêcher la formation de ce que vous voyez à gauche dans l'illustration d'un caillot de sang ou bien d'un thrombus, d'où la nomenclature un antithrombotique. Donc, ces formations de thrombus vont entraver la circulation sanguine normale et ils ont des séquelles graves, soit sur la circulation coronaire, comme vous avez vu dans le syndrome coronarien, ou l'AVC, comme vous avez vu en neurologie, ou bien dans la pathologie de l'ischémie aiguë, ou bien l'artériopathie oblitérante du membre inférieur, ce que vous avez vu dans le deuxième chapitre. Donc, plusieurs types de médicaments antithrombotiques sont disponibles, et on va attaquer dans ce cours trois grandes lignes, les trois grandes majeures types, qui sont des indications différentes. Notez-vous bien que ces médicaments, ils sont utilisés soit en prévention, certains parmi eux sont utilisés en prévention. Certains d'autres, ils sont utilisés après ou bien suite à la découverte d'un caillot. Donc, certains de ces médicaments antithrombotiques sont thérapeutiques. Les autres, ils sont administrés à dose préventive. Le cas là, vous allez revoir ça dans la gynécologie. Donc, postpartum, c'est l'administration de l'héparine. Donc, tout traitement qui aboutit à la lyse, lutter contre la formation du thrombus de façon soit préventive ou de façon thérapeutique. Pour avoir les trois grandes majeures lignes, donc on va voir avant d'entamer ce cours ou bien d'entrer dans le débat de ce cours, un petit rappel concernant l'hémostase. L'hémostase, c'est un cours qui se répète toujours pendant la conduite thérapeutique ou dans la pratique médicale. Vous allez revoir ce cours en pédiatrie, vous avez vu ce dernier en hématologie et vous allez le revoir pendant toute votre pratique médicale. Donc l'hémostase, c'est parmi les piliers de la physiologie humaine. Et comme vous savez, donc il s'agit de trois grandes phases de l'hémostase. On a premièrement l'hémostase primaire, la voilà en jaune. On a deuxièmement l'étape de la coagulation et on a troisièmement l'étape de la fibrinolyse. Et sur ces trois étapes, on va détailler notre cours. Donc on a premièrement des antithrombotiques qui vont faire leur action au niveau, ou bien sûr, l'hémostase primaire. On va voir, c'est premièrement les anti-agrégants plaquettaires. On a deuxièmement les anticoagulants. On va voir ces dernières comme deuxième grand titre. Et troisièmement et dernièrement, on va voir la notion de la fibrinolyse que vous avez vu comme traitement d'un syndrome coronarien aigu ST+. Donc, petit rappel, l'hémostase primaire, il prendra de 3 à 5 minutes. Donc, il aboutit à la formation d'un clou plaquettaire qui sert à colmater les petites brèches. Le deuxième, c'est l'hémostase secondaire ou la coagulation. Elle dure de 5 à 10 minutes. Là, cette deuxième, elle différencie de l'hémostase primaire par la formation. Ce que vous voyez là, en blanc, c'est de la fibrine. Donc, un clou plaquettaire, c'est seulement l'agrégation des plaquettes qui vont colmater une petite brèche. Par contre, dans la coagulation, c'est l'implication de la fibrine, de la cascade de coagulation que vous avez vu en détail en hématologie. La troisième ligne, ou bien troisième grand titre, c'est la fibrinolyse. C'est la dissolution de ce caillot. Donc, plusieurs gens oublient ou bien considèrent seulement les deux, l'hémostase primaire et l'hémostase secondaire ou la coagulation, et oublient le rôle de la fibrinolyse. Sans fibrinolyse, ce caillot, donc, il va avoir une attitude thrombotique elle-même. Donc, c'est pour cela l'hémostase constitue à arrêter le saignement. Et aussi, donc, lorsqu'on dira hémostase, donc c'est une état qui empêche le saignement et empêche deuxièmement la formation de thrombus ou bien la fibrinolyse. Donc, le voilà, l'hémostase primaire. Donc, il comporte deux temps. Donc, un temps vasculaire qui sert à qui est constitué par la vasoconstriction de cette artère pour diminuer le flux sanguin.
et le temps plaquettaire qui comporte plusieurs mécanismes. C'est au niveau de ces trois grands titres qu'on va voir l'action des anti-agrégants plaquettaires, donc l'adhésion des plaquettes, l'activation des plaquettes et l'agrégation, dernièrement, l'agrégation plaquettaire par la formation de la fibrinogène. Et dernièrement, ces trois étapes vont former un clou plaquettaire. Ça, c'est premièrement pour l'hémostase primaire. Là, voilà quelques illustrations. Là, voilà le récepteur GP2B3A. On va voir ça dans les classes thérapeutiques. Deuxièmement, pour l'hémostase secondaire ou la coagulation, on a deux voies. Comme vous avez vu en hématologie, la voie exogène qui est initiée par le facteur tissulaire, les cellules endothéliales. Je vais vous laisser dans ce cours le lien pour le cours de l'hémostase, bien détaillé. Et on a la voie endogène, donc qui est au niveau, ou bien se manifeste au niveau de plasma uniquement, donc en vert. Et c'est la voie exogène qui est le plus souvent sollicitée. Troisièmement, donc ça c'est la coagulation, la cascade. Et dernièrement la fibrinolyse, donc le plasminogène, donc il va être transformé en plasmine. Et ce plasmine, il va dégrader la fibrine sur les produits ou PDF, les produits de dégradation de fibrine, comme vous avez vu dans le cours, concernant l'embolie pulmonaire et la maladie veineuse thromboembolique. Donc, il s'agit de trois grands thérapeutiques qu'on va traiter dans ce cours. Les inhibiteurs de l'hémostase primaire, notre premier intitulé aujourd'hui qui est les anti-agrégants plaquettaires. On va voir les inhibiteurs de la coagulation. Dans ce cours, on va voir les inhibiteurs de coagulation de synthèse. C'est la vitamine, les antivitamines K ou les AVK. Et les inhibiteurs oraux. Et comme troisième, dernier titre, on va voir les fibrinolytiques. Donc, ce qu'on va détailler aujourd'hui, c'est les anti-agrégants plaquettaires avec leur tête de liste qui est bien sûr l'aspirine. Donc, comme définition, donc les anti-agrégants plaquettaires, ils inhibent quoi? Comme leur nom indique, l'activation de l'agrégation plaquettaire, toujours illustré à gauche. Ils sont utilisés dans la prévention primaire ou secondaire. Donc, avant la survenue d'un accident ou secondairement. Donc, tout ce qui est en gras, bien sûr, c'est à retenir. Et ce sont bien sûr termes fréquents d'examen. Donc, ils sont utilisés pour la prévention primaire ou secondaire, comme on avait dit, des complications thromboemboliques artérielles. Il s'agit de trois grandes classes. On a premièrement les inhibiteurs de la cyclooxygénase 1. Le tête de liste ou bien le médicament le plus connu, c'est de l'aspirine. On a deuxièmement les inhibiteurs de la voie de l'ADP. Donc, c'est le tricaglélor ou bien le ticaglélor, le clopidogrel, le prasugrel. Et troisièmement, on a les antagonistes directement sur les récepteurs de GP2B3A. Donc, on va voir dans ce cours du moins invasif jusqu'au plus invasif. Donc, les anti-agrégants plaquettaires sont les molécules de première intention. Ils sont ordonnés par ordre de puissance inhibiteurs de cyclooxygénase, suivis par les inhibiteurs de l'ADP, ticagrelor et le clopidogrel. Gardez-vous bien ces deux médicaments. Et troisièmement, donc les antagonistes des récepteurs GP2B3A. Donc le cas là indiqué ou bien le médicament indiqué dans votre support, c'est l'apiximab. Et ce dernier, il est le plus puissant et qui est irréversible. On commence notre démarche premièrement par l'aspirine, la molécule que vous connaissez tous. Donc, qui est sur le plan enzymatique, c'est un inhibiteur irréversible. Notez-vous bien ce terme-là, peut-être une question d'examen. Donc, l'aspirine, c'est un inhibiteur irréversible de la COX-2, donc la cyclooxygénase de type 1. Il va entraîner la diminution et la production du thromboxane A2. Donc, à faible dose, parce qu'on dira faible dose entre 75 et 325 mg, il existe une inhibition préférentielle du TXA2, donc c'est une substance qui est pro-agrégante au niveau des plaquettes, et c'est cette caractéristique-là qui donne à l'aspirine leur caractère anti-agrégant plaquettaire. Mais pas seulement c'est un inhibiteur de la COX-2, à forte dose,
Donc ça, vous avez vu dans votre pharmacologie. Donc c'est le caractère anti-inflammatoire qui joue le rôle de l'inhibition à la deuxième enzyme qui est la COX-2. Donc l'aspirine, on répète, notre première classe thérapeutique, première molécule, premier traitement, c'est de l'aspirine. C'est un inhibiteur, on répète, irréversible de la COX-2. Il joue pas seulement le rôle au niveau de ce récepteur, il joue aussi une autre dose à forte dose. C'est pour cela qu'on administre l'aspirine à faible dose. C'est indiqué dans votre support, entre 75 et 325 mg. Si on dépassera les 325 mg, cette aspirine, elle va inhiber la deuxième voie. C'est l'enzyme de COX-2, donc le cyclooxygénase 2, qui va avoir un effet anti-inflammatoire et ce n'est pas un effet antithrombotique. Donc si on vous pose la question, l'aspirine, c'est un anti-agrégant plaquettaire qui inhibe le COX-1 mais à faible dose. Si on augmentera la dose, on va perdre cet effet anti-agrégant plaquettaire et cette dernière molécule, elle va devenir un anti-inflammatoire non stéroïdien. Donc là voilà, liste multiple des anti-inflammatoires stéroïdiens que vous connaissez toujours. Donc gardez-vous en tête, faible dose inhibiteur COX-1, augmentation de la dose. Donc tout ça c'est de la pharmacologie, c'est un inhibiteur du COX-2 et c'est un anti-inflammatoire non stéroïdien. Maintenant le titre le plus important, donc vous devez garder chaque molécule, leur effet, leurs caractéristiques, soit réversible, soit irréversible, à quelle étape ils jouent leur rôle, faites attention à ça. Et bien sûr, les indications, les contre-indications et les effets secondaires, ils sont à retenir par cœur d'après ce cours. Donc c'est la méthode qu'on va détailler ce cours-là. Donc chaque classe thérapeutique est à retenir avec ces 4 grands titres: caractéristiques, indications, contre-indications, effets secondaires. Les indications thérapeutiques, donc je vous invite à prendre note. Donc c'est premièrement la phase aiguë d'un syndrome coronarien aigu avec et sans sus-décalage du segment ST. Donc vous avez vu le syndrome coronarien dans le deuxième chapitre. L'aspirine consiste à un traitement de première intention de ce dernier. Donc on administre l'aspigique 150 à 300 mg. Vous voyez toujours, la dose c'est inférieure, on répète, à 325 mg. On veut avoir l'effet anti-agrégant plaquettaire. On n'est pas en train de chercher un effet anti-inflammatoire. Ou bien Péros, donc la première Péros, ou bien par injection intraveineuse. Vous voyez toujours 75 jusqu'aux 250 mg inférieur à 325. Si l'ingestion orale elle est impossible ou c'est le patient là il est inconscient. Donc première indication si on vous pose la question, syndrome coronarien, post-infarctus du myocarde, la mise en place, ou bien après la mise en place d'un stent ou d'une angor instable comme traitement préventif après le stent. Donc on ne veut pas avoir une thrombose sur stent. L'angor instable pour avoir une fluidité sanguine moindre, donc pour faciliter le travail sanguin. Elle est à administrer, donc là toujours c'est l'aspigique. Elle est à administrer aussi dans l'ischémie aiguë transitoire en neurologie. Elle est administrée en cas d'aOMI de pontage angor. Donc, ce que vous voyez là, c'est l'angor. Là, l'angor, toujours dans les complications, vous allez voir des troubles de rythme par stase. Là, est une indication aussi devant un accident ischémique transitoire, un AIT. Ou bien, totalement un accident vasculaire cérébral. Là, voilà l'AOMI. Donc, vous avez vu le cours concernant l'artériopathie oblitérante du membre inférieur. Si on vous pose la question, on récapitule, c'est l'aspirine qui est indiqué là pour lutter contre ce thrombus là au niveau de l'artère du membre inférieur, ou bien devant certaines interventions chirurgicales comme un pontage coronarien. On répète toujours, la posologie est faible, entre 75 à 160 mg par jour. Donc gardez-vous en tête, 325, c'est le seuil thérapeutique anti-agrégant plaquettaire de l'aspirine. Si on dépassera ça, donc ça c'est le caractéristique à retenir depuis cette première molécule dans l'aspirine. Deuxième titre, c'est les contre-indications. Donc, allergie à l'aspirine, vous avez entendu en pneumologie, on avait parlé du syndrome de Vidal. Allergie à l'aspirine plus polypose nasale. Donc, consultez-vous le cours de l'asthme.
Donc, pour plus d'informations concernant cette origine allergique, donc allergie à l'aspirine ou le syndrome de Vidal, elle est contre-indiquée. Vous avez ça dans votre pharmacologie contre un ulcère gastro-duodénal évolutif. Il s'agit d'une contre-indication absolue entre ulcère gastro-duodénal et les anti-inflammatoires ou bien de l'aspirine. Pourquoi? Cette dernière, elle est érosive, donc elle peut causer une hémorragie digestive qui peut être mortelle. Consultez-vous le cours concernant les ulcères gastro-duodénales pour plus d'informations. Contre-indication, l'association de l'aspirine aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, c'est un inhibiteur sélectif de la COX-2 ou bien les INS non sélectifs, donc elle n'est pas recommandée. Donc, associer l'aspirine aux INS contre-indication par stimulation de la COX-2 ou bien par l'inhibition plutôt de l'enzyme COX-2 et qui a un effet anti-inflammatoire potentialisé. Donc, allergie à l'aspirine, contre-indiqué. Ulcère, faites attention à cette erreur. Maladie hémorragique congénitale, donc le cas de l'hémophilie par exemple, ou l'association à l'aspirine et anti-inflammatoire non stéroïdien, elle consistera une autre contre-indication. Dernièrement, les effets secondaires, donc là voilà, une maladie hémorragique congénitale, faites attention à administrer de l'aspirine, contre-indication totale devant une thrombopénie par exemple, l'hémophilie A, l'hémophilie B, contre-indication absolue, faites attention à commettre cette erreur à l'aspirine. C'est une molécule qui est accessible. Et faites attention, cette dernière, cette molécule, elle est potentiellement grave et contre-indiquée absolument contre l'hémophilie. Les effets secondaires, donc les effets gastro-duodénal. Donc, si le patient il a un ulcère gastro-duodénal, donc elle va donner de l'hémorragie digestive, elle va donner une anémie fériprive par saignement occulte. Cet effet, donc parmi les effets secondaires, premièrement, donc les hémorragies et l'anémie fériprive. Autres effets secondaires, donc ils sont liés à l'inhibition du système de prostaglandine. Donc plutôt que les doses fortes anti-inflammatoires, car aussi c'est pour cela on avait insisté sur la dose. Donc à dose élevée, cette aspirine elle deviendra un anti-inflammatoire non stéroïdien, elle va inhiber la prostaglandine. Et cette prostaglandine participe à la synthèse du mucus gastrique. Donc par effet indirect, l'aspirine, elle joue le rôle inhibiteur de la prostaglandine anti-inflammatoire non stéroïdien. Faites attention aux doses, toujours à administrer à faible dose. C'est ce qui est à retenir de cette première partie. La prostaglandine sert à la sécrétion du mucus et peut donner un ulcère gastro-duodénal. Les autres effets hématologiques. Syndrome hémorragique toujours qui consiste la contre-indication, l'épistaxis, les gingivorasies au niveau des muqueuses et je répète l'allergie à l'aspirine. Donc si vous avez cet aspect-là, réaction allergique avec des polyposes nasales, vous êtes devant, je répète, un syndrome de Vidal qu'on avait vu en pneumologie. S'il s'agit d'une hémorragie sévère, dernier titre avant de conclure cette première partie concernant l'aspirine. S'il s'agit d'une hémorragie sévère, donc votre conduite thérapeutique, c'est une transfusion plaquettaire surtout. Pourquoi? Pour lutter contre l'effet anti-agrégant plaquettaire qui est, je répète, qui est irréversible. Les plaquettes qui sont inhibées par l'aspirine, ils ne pouvaient pas reprendre leur fonction ou bien avoir leur agrégation. L'inhibition, on répète, elle est irréversible. En cas d'hémorragie, ça est écrit en rouge dans vos supports, peut-être une question d'examen. Elle nécessite une transfusion plaquettaire car l'effet de l'aspirine, on répète, il est irréversible. Donc, ça c'est tout pour première partie concernant l'aspirine. J'espère que vous avez noté tous les points forts. On va continuer dans les anti-agrégants plaquettaires. On va voir les inhibiteurs de l'ADP et les inhibiteurs spécifiques de GP, 2B3A prochainement. Donc, toujours bon courage dans vos préparations. Merci pour votre attention et à la suite du secours.